merci d'être là parce que c'est très difficile de quitter la table. En plus, on ne vous indique pas sur la porte que c'est Barcelone, mais vous êtes bien à l'atelier Barcelone, qui est l'atelier stratégique. Alors, l'atelier stratégique, c'est quoi? C'est toujours une ville étrangère. C'est toujours moi qui le présente. Ariel Amasbounji, je suis architecte urbaniste. J'ai longtemps été dans la fonction publique. Et je m'intéresse beaucoup aux villes européennes que j'essaye de mettre en réseau. Et donc, l'atelier stratégique, c'est la ville invitée. Ce n'est pas la ville qui s'invite elle-même ici, c'est la ville qu'on invite pour essayer d'apprendre de ces villes, vers où elles vont, quelle est leur démarche et quelles sont leurs méthodes. Alors, pourquoi Barcelone? Pourquoi cette année j'ai choisi Barcelone? Donc l'an dernier c'était Berlin, l'an d'avant c'était Amsterdam. Parce que Barcelone reste toujours une sorte de mythe, un idéal pour nous, en tout cas pour les moins jeunes. Nous avons tous été en pèlerinage à Barcelone pour voir les espaces publics, pour voir la manière dont cette ville a refondé ses centralités à l'occasion notamment des Jeux Olympiques. Et donc Barcelone est un phare. Et c'est très difficile de rester un phare quand on l'a été. Donc on va essayer de voir avec vous si Barcelone continue à donner des leçons aux autres villes et notamment aux villes européennes. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans l'expérience de Barcelone, c'est que Barcelone poursuit sa démarche d'embellissement de la ville, d'adaptation aux nouvelles technologies, de meilleures réponses à la demande sociale, en ne niant pas le passé et en s'adaptant. Et là, nous avons une situation tout à fait particulière puisque Barcelone est dirigée par un mouvement participatif qui est le mouvement Podemos. Il y a beaucoup de villes espagnoles qui sont dirigées par Podemos, comme même la plus grande, hein, qui est Madrid. Et ces villes fonctionnent en réseau. Elles discutent entre elles. Alors, on va vous parler de ça, c'est-à-dire comment cette ville qui a été beaucoup top-down devient plus bottom-up et comment elle garde une direction et une stratégie. Alors, pour parler de cette démarche, nous avons 3 intervenants. Ils vont parler espagnol, 2 d'entre eux, et vous allez les entendre en français grâce à madame. Alors, nous avons à ma gauche la très jeune adjointe à l'urbanisme, qui est Jeannette Sens, qui est adjointe à l'écologie, à la mobilité et à l'urbanisme. Et elle a été déjà conseillère. Elle me disait qu'elle est le plus jeune membre du gouvernement barcelonais, mais c'est celle qui a le plus d'expérience parce qu'elle était dans la municipalité de droite précédente, dans le Parti vert, dans l'opposition. Donc elle a cette expérience municipale. Elle a fait des études de sciences politiques et de droit. Elle a étudié les politiques publiques européennes qui l'intéressent beaucoup. Et elle est en première ligne pour la conduite des stratégies urbaines de cette ville. À ma droite, vous avez Josep Bohigas. Bon, vous allez vous demander, oui, c'est le fils de son père. C'est le fils d'Oriol Bohigas, que je disais tout à l'heure à Josep que Oriol Bohigas, pour nous, c'est Dieu. Pour reconnaître qu'il nous a montré comment faire. Et il parlait très bien français. Et il est très, très, très aimé en France. Alors, Josep comprend très bien, mais dit qu'il ne parle pas. En fait, moi, je trouve qu'il parle français. Alors, Josep Bohigas est architecte, il est enseignant à l'université, il a dirigé plusieurs programmes centrés sur la question du logement, et aujourd'hui, il dirige Barcelona Régional. Barcelona Régional, c'est l'agence d'urbanisme de la métropole, dans le langage français. Nous avons des agences d'urbanisme, et lui va plutôt vous parler de l'évolution des projets et de la stratégie urbaine. Et puis, un peu plus loin, nous avons Oriol Clos, et je disais à Jeannette qu'Oriol, pour nous, est un peu français. Il est architecte urbaniste. Il a été urbaniste en chef de la ville de Barcelone pendant la période socialiste, 2006 à 2011. Et nous avons ensemble mené un atelier projet urbain à Barcelone et nous avons fait un livre avec Frédéric de Gravelaine qui est dans la salle. Et ensuite, il a été... avant d'être architecte en chef, il a collaboré avec Manuel de Sola Morales, qui est un autre dieu pour nous, décédé, dans la recomposition du projet Ville-Port de Saint-Nazaire. Et il est passé du privé au public, puisqu'il a été architecte en chef de la ville. Ensuite, il a tenu les destinées de l'agence d'urbanisme de Lille pour la présidente de l'époque, Martine Aubry. Et maintenant, il est revenu chez lui, à Barcelone, où il exerce son métier de concepteur. Et vous verrez qu'il reprend un projet important
à Barcelone, qui est le Mall de la Fusta, un projet légendaire. Alors nous allons d'abord commencer avec Jeannette. Donc, je demandais à Jeannette Sens, qui va donc parler en espagnol, mais vous entendrez la traduction française. Donc, quels sont les grands enjeux de cette municipalité? Pour nous, c'est quand même une évolution très considérable des pouvoirs politiques. Barcelone a toujours été socialiste. Elle a eu un petit moment de gouvernement de droite. Et donc, aujourd'hui, elle est dirigée par ce mouvement Podemos avec Ana Colau, dans le contexte que vous connaissez, dont elle parlera peut-être. Je pense que la maire a pris position contre l'indépendance de la Catalogne. Alors, quels sont les grands enjeux de votre municipalité et comment vous avez redéfini la stratégie urbaine de cette ville et de sa métropole? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ariela, especialmente por habernos invitado a la ciudad de Barcelona, por poder participar en este importante fórum de proyectos urbanos y compartir nuestra estrategia con vosotros, ¿no? En primer lugar, deciros que estos días, además, como sabéis, están siendo muy intensos en Cataluña. Ha habido... Pas de casque. Ah, il faut baisser alors. Non. Aussi microphone. C'est dommage de ne pas entendre Jeannette en direct, mais bon, ceux qui sont devant entendront les deux. Ce n'est pas un problème. Je disais que ces jours sont des jours très intenses pour la ville de Barcelone. Et pour nous, il est important d'être ici et partager tous les projets que nous menons, car Barcelone ne s'arrête pas. Barcelone continue à travailler pour améliorer la vie de ses voisins et pour améliorer les quartiers. Suivant la logique de la question de Ariel, pour nous, il est très important de récupérer cet urbanisme important, grand, qui a été fait dans les années 80-90 à Barcelone. Pour moi, cela est basé sur deux piliers ou éléments fondamentaux. Un urbanisme distribué dans les quartiers et un urbanisme social pour intervenir justement auprès des quartiers les plus nécessités, les plus denses, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus d'urgence, et avec une prospective holistique supérieure, c'est-à-dire l'écologie. Comment l'écologie et les valeurs écologiques ont un impact direct au moment de planifier la ville. Car les villes doivent être pour y habiter fondamentalement. Ce qui est en jeu dans les villes, c'est justement la vie des personnes et rendre possible la vie des personnes. C'est pourquoi une ville comme la nôtre aujourd'hui doit traiter les questions fondamentales, les questions clés, par exemple la lutte contre la pollution, la lutte contre le changement climatique, la garantie des droits de base, accès à l'eau, accès à l'énergie. Et de tout cela, l'urbanisme ne peut pas être absent, doit être l'élément qui structure tous ces droits. Ce week-end, j'ai eu la possibilité de participer à la rencontre des Nations Unies sur le changement climatique que nous avions à Bonn, en Allemagne, et nous avons partagé des stratégies et des politiques avec plein d'autres villes. J'aimerais souligner quelques-unes en concret qui transforment notre ville d'une façon importante, à Paris également. L'élément de la lutte contre la pollution, la lutte contre le changement climatique. Pour moi, fondamentalement, cela est basé sur la réorganisation des villes et d'une autre façon. Historiquement, la planification urbaine a été envisagée pour que les villes aient des voitures, que les voitures roulent, se garent. Notre ville n'est pas comme Paris. Notre ville a très peu d'espace public. Elle est très dense, elle est petite, elle est entre deux rivières, la mer et la montagne. Donc pour nous, il est important de réfléchir à cet espace public, le gagner et le rendre aux citoyens pour qu'ils puissent l'utiliser. Et c'est là où nous avons démarré plein de projets. Un est celui de du super quartier, ou super manzana, qu'on dit en espagnol. Ce sont les super îlots, c'est-à-dire les îlots de la trame Cerda qui vont être regroupés en un seul pour les 9, et puis éliminer la voiture à l'intérieur. Dans lequel, donc, nous regroupons ces îlots
pour pouvoir réaménager la mobilité dans tout l'entourage et générer la vie là où 60 ou 70% n'étaient que dédiés à la mobilité. Donc nous donnons priorité au vélo et à toutes les activités économiques et sociales. Pour moi, il est très important que cela, non seulement nous le pensions à partir du gouvernement, mais que nous le fassions à la base sur le terrain avec les citoyens. Nous sommes une candidature, comme j'expliquais à Ariel, qui surgit des mouvements sociaux, des mouvements citoyens. Il y a différents partis politiques, mais surtout, il y a des personnes qui ont lidéré plein de transformations civiles. Et l'un des éléments indispensables pour nous est justement la participation citoyenne. Et à partir de l'urbanisme, cela est l'un des grands défis au moment de planifier. J'ai une question là-dessus. C'est que vous avez créé une plateforme numérique pour que les habitants participent intensément, fassent des propositions et fassent des initiatives. Ce n'est pas simple parce que vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes sociales qui arrivent sur cette plateforme. Et faire un projet, c'est souvent faire de la peine à quelques-uns pour le bien du plus grand nombre. Alors comment vous faites? Comment vous faites avec ce mouvement bottom-up pour quand même avoir une stratégie urbaine et conduire votre stratégie et vos projets? Sans doute, avec les projets de participation, l'un des problèmes principaux est justement de caser le temps que ça prend un projet de participation avec le temps pour réaliser un projet urbanistique, parce que cela ne case pas. Et notre mandat est très court. C'est 4 ans. On a 4 ans, et en 4 ans, on a peu de temps pour faire tout ce qu'on voudrait. Je pense que face à cette difficulté, pour nous, cela est également une opportunité. Nous avons cette plateforme, comme tu as expliqué, qui nous permet de recevoir, de connaître ce que les citoyens veulent. Et à partir du gouvernement, nous devons prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle nous gouvernons et nous avons notre programme électoral. Mais nous essayons d'écouter, savoir où sont les équilibres, parce que les choses n'y sont tout à fait noires, ni tout à fait blanches. Il y a des grilles, il y a des nuances. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir des projets pilotes qui ne soit pas tout de suite la proposition structurelle. Je pense qu'après, il y aura un débat sur l'urbanisme éphémère. Et nous l'avons effectué, cela, tactique, pour pouvoir démontrer aux gens ce que nous pouvions faire avec certains éléments urbains, avec la peinture, comment envisager les rues. Et la participation est très intense toujours. Pas toujours facile à développer, mais notre gouvernement était présent dans les quartiers, sur le territoire, et nous partageons les stratégies. Ce que nous avons vérifié, c'est que quand à tout le monde on donne le plus d'informations et on l'invite à participer, les gens décident, et décident sur la base de leurs intérêts principaux. Les intérêts sont assurer les droits de base, avec un problème qui est le logement, le plus grave. Toute la planification urbanistique, l'aménagement, la transformation doit incorporer un ingrédient fondamental, c'est-à-dire le logement. Parce que nous avons un problème sérieux et en ce moment, avec des processus d'expulsion de voisins, des gens qui ne peuvent pas payer le loyer, qui ne peuvent pas payer leur vie dans ces zones, dans ces territoires. Nous avons proposé de créer 18 000 logements publics en 9 ans et nous sommes en train de travailler pour le rendre possible. C'est ma dernière question pour cette séquence avant de voir les projets et la stratégie avec Josep Bohigas. Vous avez des problèmes de villes qui réussissent trop bien. Ça veut dire que vous avez trop de touristes. Vous êtes envahi par le tourisme. C'est une ville désirable. Et ça pose des problèmes de gentrification, ça pose aussi des problèmes de confrontation des modes de vie entre touristes et habitants. Et donc, comment vous vous attaquez à ce problème qui était déjà le problème des élus précédents? Tout à fait. Comment faire en sorte que Barcelone soit une ville, surtout pour la vie, en équilibre avec les activités économiques, le tourisme par exemple. C'était le grand défi à partir du premier moment d'accéder au gouvernement.
Et nous savions que nous ne voulions pas mourir de notre succès. Nous voulons que la ville continue à être reconnue internationalement. Notre ville est cosmopolite. Nous sommes heureux que les gens nous visitent. Nous aimons notre ville, mais nous devions mettre des limites parce qu'il y avait des situations graves. Je vous donne 2 exemples. 30 millions de visiteurs par an. C'est quand même un chiffre important dans la configuration de la ville en soi. Et 50% des logements touristiques de Barcelone sont concentrés dans 17% du territoire. Cela touche directement à la configuration des quartiers et surtout ceux du centre. Nous ne renonçons pas à permettre que le centre de Barcelone soit vivable, que les gens y vivent. Ce n'est pas un parc thématique, le centre de Barcelone. C'est une ville qui a de la vie. Et c'est la raison pour laquelle les gens veulent venir vivre à Barcelone et y passer quelques jours. C'est la raison pour laquelle l'une des premières choses que nous avons faites est un plan urbanistique avec la collaboration de l'équipe de Josep. Cela nous a permis de régler et de limiter la capacité de charge des logements touristiques. Nous parlons d'appartements, d'hôtels, pensions, auberges, tout absolument. Nous avons défini une zone où on ne peut pas croître et nous envisageons de la faire décroître. Et une zone également avec une croissance durable. Et avec des places bien concrètes pour pouvoir nous développer et croître. Nous avons commencé à négocier avec Airbnb, qui représentait un problème énorme à Barcelone, parce qu'il a mis en contradiction le logement contre le tourisme. Et l'une des questions que nous avons réglées, c'est que plus jamais un logement doit être substitué par un logement touristique. Et à partir du 1er juillet 2015 à Barcelone, on ne pourra plus reconvertir un logement en touristique. Et cela permet d'assurer la vie et éviter ces processus de gentrification et d'expulsion de voisins à cause de l'augmentation des prix. Nous prévoyons et nous proposons quelque chose qui permette de générer un modèle de tourisme durable et une proposition qui défende le droit à la ville et le droit au quartier, au logement. Tout cela conjointement dans chacun de nos projets. Et c'est un peu le travail et le grand privilège que j'ai de pouvoir poursuivre avec toute la municipalité. Muchas gracias. On va continuer avec Josep Bohigas pour découvrir comment se traduit concrètement cette nouvelle stratégie. Ce sera intéressant de voir s'il y a eu des ruptures, des changements significatifs avec les mandats précédents. Qu'est-ce qui change? Parce que, par exemple, Jeannette a parlé de l'espace public, mais Barcelone a toujours amélioré son espace public et doit continuer à l'améliorer, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des changements significatifs, des choses, changements d'orientation importants? C'est bon pour moi. Comment on fait avec qu'est-ce le que micro, faire parce que je suis désolé, je ne peux pas parler français, pas très bien, et je sais que je peux faire 1 minute, 2. À la 3e minute, je commence à parler anglais ou catalan ou quelque autre chose. Alors, c'est difficile. Je crois qu'on fera la même chose qu'on a fait avec Jeannette, de cette chose. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Lo que pasa es que si lo dejas yo no te oigo aquí. No, voy a ir de nuevo, déjalo. Voy a intentar, je vais essayer de parler français. Et Oriol, non, essayez ici pour aider-moi. Alors, Jeannette a dit qu'on a besoin de faire cette chose, de mettre la personne à demi de toutes les politiques qu'on fait à Barcelone. Demi, c'est la personne, pardon, au milieu, pardon. Au milieu, c'est la personne et alrededor, autour, il y a le droit du logement, le droit del barrio,
le quartier, le droit de la cité et de la métropolis. Et aujourd'hui, je veux parler seulement de 4 projets qu'on fait pour assurer ces droits. Je sais que la moitié de les paroles sont inventées. Non, je veux dire que Barcelone, c'est une cité qu'il y a 1,5 million d'habitants, mais que la réalité, c'est de 3 millions, de 4 millions, presque 4 millions de personnes. Il y a 36 municipalités ensemble. Et ça fait que la réalité de la politique qu'on fait à Barcelone, ce n'est pas la réalité, c'est tout le temps, on doit penser quelles sont les répercussions qu'il fait à les autres municipalités. On a parlé de le tourisme. On peut faire cette politique d'essayer de ne laisser à Airbnb de faire quelque chose à la cité, au centre de la cité, mais en même temps, on doit penser qu'est-ce qu'il passe alors avec toutes les autres municipalités qui sont déjà affectées complètement de cette politique qu'on fait à Barcelone. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Barcelone régional? Fait cette chose que la cité pense que affecte à les autres à les autres cités qui sont à côté autour. Merci. On fait cette chose on parle constamment de la frontière. On parle en conversation constante avec toutes les municipalités. On parle de cette frontière qui sont frontières qui tout le temps sont frontières géographiques, mais sont frontières sociales, frontières qui sont politiques et frontières surtout infrastructurelles qui coupent tous ces territoires. Alors, notre travail à BR, c'est des outils pour faire cette chose de rassembler, réattacher tout ce territoire. C'est difficile, hein? Peut-être tu peux prendre et après je reprends. Las fronteras. Les frontières, ce sont des espaces que personne n'occupe. Et en réalité, ce que nous faisons à partir de Barcelone régional, c'est construire tout cela avec les lieux qui ne se parlent pas. Peut-être l'une des conditions fondamentales est justement le dessin de ce lieu. C'est un lieu que si nous commençons à dessiner les espaces de frontières, à la fin, nous entourons la ville, une ville piégée par des conditions orographiques très concrètes, mais également par des conditions, comme nous disions, sociales, politiques, infrastructurelles. En réalité, le dessin que vous voyez ici est un dessin qui veut suivre ces frontières où nous voyons tout de suite l'idée d'une ville piégée entre deux rivières et par cette condition qu'elle a de la montagne avec le parc de Puigcerdà et la mer. Ce travail se développe sur 4 projets fondamentaux. La montagne, le premier, du parc de Puigcerdà, où l'axe, ce n'est pas le seul qu'il y a, mais l'axe par lequel passe le projet est plutôt l'axe environnemental, l'axe qui descend à droite, votre droite, c'est l'axe qui avait le centre social de la rivière Bessols. Et autour de la rivière, il y a plus d'1 million de personnes qui habitent. À gauche, nous avons l'axe de la rivière Llobregat,
économique, axe économique où il y a la concentration de grandes infrastructures, aéroports, ports, parcs agraires et les centres industriels, celui de la Zona Franca, zone franche de Barcelone, le plus important. Et le dernier axe est celui du littoral. Et on terminera notre présentation justement par là, en donnant la parole ensuite à Oriol. C'est l'axe qui regroupe tout et développe la plus grande tradition de développement de ces dernières années de la ville, c'est-à-dire l'idée que la ville a tourné son visage pour découvrir la mer à laquelle avant la ville avait tourné le dos. Cette idée de coudre et de la construction des 4 axes qui permettent de coudre avec les municipalités font émerger un plan, le plan des 600 projets qu'on appelle 600 lieux, sites, opportunités qui peuvent accueillir de grandes opérations infrastructurelles ou des petites solutions pour assurer les transitions entre les différents quartiers. Mais à la fin de compte, ce qu'ils font, c'est construire et rendre visible l'un des grands objectifs de la construction métropolitaine. Peut-être l'une des facettes dont nous aimons parler en parlant de diversité et des identités. Je pense que le Barcelonais a vécu et vit dans une dichotomie évidente, peut-être due à la topographie, mais aussi à sa réalité sociale. C'est une réalité de montagne, représentée par notre ami le sanglier, et la réalité de la mer par la mouette. Cette logique, aujourd'hui, le Barcelonais la résume par une vie dichotomique et il veut justement marier ces 2 réalités, les mettre ensemble. La réalité de la mer, la reconquête de la mer et la réalité de la montagne, qui est celle qui traditionnellement a été le plus colonisée. Dans la réalité de Collserola, où habite notre copain le sanglier, nous vivons un moment crucial. Nous sommes en train de redéfinir la catégorie du parc de Collserola. Une catégorie qui définit les limites historiquement négociées entre la ville et le parc, à partir des logiques des années précédentes, où le territoire du parc avait été envahi, et la logique d'aujourd'hui de l'utiliser avec une certaine intensité et mettre ensemble ces 2 réalités. Ce projet, qui est le plus intéressant peut-être, c'est son profil, mais également la capacité de perméabilité dans un format. Anciennement, on parlait de porte, et aujourd'hui, plus que de porte, nous parlons de grands couloirs ou corridors qui unissent la réalité du sanglier et celle de la mouette. C'est une façon de mettre ensemble toute la ville, de la coudre par cette infrastructure verte qui peut descendre, coloniser le territoire de la ville et humaniser par les conditions du vert, de la montagne, et la condition du bleu qui monte et se retrouve dans cette condition hybride que nous avons ici. Il serait facile de comprendre que les 2 grands corridors qui construisent ce rapport entre mer et montagne, ce sont les 2 rivières. 2 rivières dont les embouchures se touchent. Et ce sont comme 2 grandes pattes d'éléphant qui se touchent et qui construisent justement cette réalité jumelle. Dans le cas de Llobregat, c'est une réalité économique fondamentalement.
Et nous l'avons dit, on a de grandes infrastructures qui produisent et qui ont été soumises à différentes transformations récentes, parmi lesquelles les grandes usines de SEAT, des voitures, qui ont permis une énorme transformation à ce territoire. Mais nous avons aussi la déviation d'une rivière avec l'agrandissement de la zone industrielle. Et aujourd'hui, il faut y réfléchir à nouveau, l'humaniser, non seulement en termes productifs, mais également pour l'intégration dans la logique urbaine. Dans le cas du Besós, c'est-à-dire l'autre grand connecteur au corridor entre ces deux zones, nous parlons du lieu le plus vulnérable, peut-être, de toute la zone métropolitaine. 16 sur 25 quartiers les plus vulnérables, justement, nous les avons ici. Historiquement, les grands investissements ont eu lieu dans l'autre rivière et nous pensons, c'est le projet de l'agenda Besós, nous voulons redistribuer cet investissement avec un objectif beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus facile de changer le cours d'une rivière que de négocier avec 1 million de personnes, les uns plus ou moins à côté des autres, sans vraiment d'espace pour réorienter les politiques urbanistiques. Et nous voulons recycler ce qui existe. Dans le contact de ces circonstances, comme nous avons vu de Llobregat et Besós, de ces deux rivières, la logique linéaire est modifiée, la logique du littoral. Dans le projet du Besós, nous avons plus de 150 projets qui aborde différents sujets environnementaux, de mobilité, infrastructures, logement. Et nous arrivons au quatrième sujet, au projet stratégique, celui du littoral. Nous avons dit que du côté Besós, on a tout le côté social, ce qui lidère le discours. La rivière Llobregat, c'est la facette économique, et Fuengirola, c'est l'environnement. Mais ici, il a absolument tout. Il recueille, il reçoit par ses corridors et par le développement propre de l'histoire du développement de ce territoire, regroupe toutes les composantes. Et c'est le lieu où, aujourd'hui, on a une mosaïque, un patchwork très complexe de propriétaires et d'utilisateurs de ce territoire. Avant tout, il faut comprendre qu'il s'agit d'un terrain artificiel, pratiquement totalement artificiel. Nous voyons la photo de 56 et la situation, le profil d'aujourd'hui du littoral. C'est un territoire que nous avons gagné à la mer avec une énorme fragilité parce qu'on peut lutter contre la nature. On a beau lutter, mais la nature revient constamment et il faut redéfinir ses profils. Donc nous parlons de l'un des espaces publics les plus prisés de la ville et le troisième espace public le plus grand et probablement le plus démocratique. C'est un territoire sans étage. Chaque 4 ou 5 ans, disons 50% du sable disparaît. Nous devons redéfinir constamment le support physique. Et c'est une belle opportunité de redéfinir constamment son utilisation. Mais il est surtout un lieu qui s'est développé à base d'encouragement, les Jeux olympiques, le forum et tous les autres différents encouragements qui ont permis de développer différentes logistiques.
qui n'arrivent pas toujours à faire face et à définir les frontières. Mais c'est un espace de frontières et on les voit en se promenant. Et aujourd'hui, considérant que c'est un projet qui a démarré, nous devons justement y travailler dessus, sur ces limites entre les municipalités, les propriétaires et les zones plus ou moins consolidées. Et tout cela a trait aux propriétés, aux propriétaires, tous les gens avec qui il faut négocier pour que ces manipulations puissent se faire. Il y a une condition, d'ailleurs, qui s'est développée dans le temps, à partir des années 80, quand la maire avait un rapport avec les citoyens plus ou moins relatifs, mais il y avait cette image de Javier Mariscal qui nous disait que notre nom était composé par Barcelona, donc le maire, le lieu où il y avait les espaces publics pour travailler pour la nouvelle démocratie et en plus pour regarder vers le haut. Et ONA, c'était le lieu, l'objectif de ce site, de cette zone, pour récupérer cette zone. Et cette logique de l'identité, nous l'avons utilisée et nous l'avons aussi pervertie petit à petit. De l'image synthétique innocente du Barcelone, nous sommes arrivés à des images qui promuent cette ville avec un hôtel 5 étoiles qui occupe le littoral que nous avions récupéré et que maintenant a développé d'autres politiques beaucoup plus éloignées de l'origine et de l'idée de récupération d'un territoire. Comme nous disions, c'est un lieu inachevé. Et cela nous donne la possibilité, l'opportunité maintenant, avec ce nouveau gouvernement, à donner un nouvel encouragement. Et je pense que cela veut dire essayer de faire face aux grands déséquilibres que ce territoire a accueillis ces dernières années. Des conditions très populaires et que nous avons perdues, le quartier de la Barceloneta, et avec les processus de gentrification, c'est un lieu qui a été très touché par ce succès énorme de la ville. Et en même temps, à côté de ce quartier populaire, il y a une marina de luxe avec les yachts qui, justement, amarrent à 20 mètres des façades de ce quartier. Et les voisins s'en vont. L'idée du déséquilibre, avec la façon de l'utiliser, et des lieux massifs de plein d'événements, de concerts, de musique, et des lieux pas tout à fait utilisés, qui n'ont pas été activés et qui n'arrivent pas à se mettre en rapport, en relation avec la ville. Quand nous voyons ça, au milieu de la ville, le Port Vell, l'ancien port, converti en marina de luxe, en plein milieu de la ville, je pense que c'est l'une des graves conséquences du succès, le fait de redécouvrir un territoire, le littoral. Quand nous voyons ce qui est arrivé à Marseille, et nous envions cela, il y a quelques années, Marseille regardait Barcelone pour voir comment la ville se transformait. Et nous, aujourd'hui, nous devons regarder Marseille pour comprendre qu'il y a d'autres possibilités pour intégrer toutes ces pièces dans une ville. Il est vrai également, là nous voyons Marseille, le succès énorme de l'ouverture du port à la citoyenneté. Et cela peut avoir des effets nocifs. Mais bon, vu comme ça, nous considérons qu'à Barcelone, nous avons plein de travail, le travail que nous appelons la reconquête du territoire. Nous voyons cet homme, un homme connu, qui se promène, qui dit adieu, adieu à la Rambla, adieu al Paruel, à la Barceloneta, à Ciudad Vella, au front maritime.
et à tout ce que nous avons récupéré. Il dit adieu parce que la dynamique des dernières années a été justement de vendre des pièces de la ville. Et cette stratégie, aujourd'hui, est facile à ubiquer, à localiser. Les pas les plus importants ont été donnés. Le PWAT freinait justement cette spéculation sur le territoire, la gentrification et la colonisation de la part d'agents qui ont expulsé certains des usages citoyens. Et je dirais, et ensuite je donne la parole à Oriol, il y a différents projets pour ce littoral. Deux en particulier sont une grande opportunité que nous avons. Le port olympique d'un côté, celui-ci, et l'autre que Oriol va nous expliquer. Le Moll de la Fusta. Et il a une très belle histoire. Et ce gouvernement, justement, se penche aujourd'hui sur ce lieu, un lieu créé, envisagé avec la logique des années 80, de reconstruire cette ville. Et maintenant, on veut reconquérir la ville. Parce qu'on a le territoire, mais il faut lui donner une nouvelle vie. Et nous espérons que cette vie sera pour les citoyens, les habitants de la ville. Quand même extraordinaire, c'est de prendre Marseille comme exemple. C'est quand même la première fois que j'entends ça, mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Le port de Marseille a toujours été ouvert, le vieux port. Maintenant, il est fermé. On doit ouvrir le port de Barcelone. Le Moll de la Fusta a été une œuvre somptueuse qu'on a tous été voir, et c'est intéressant de comprendre pourquoi vous le réaménagez aujourd'hui. Donc, je présente, c'est des études de projet. J'apprends aussi aujourd'hui le contexte. Ça me réjouit de savoir que c'est pas... Mais en tout cas, je voudrais le présenter comme ça, comme des études de projet. C'est un travail en cours. Pardon. C'est un travail en cours. J'essaie d'aller très vite, puisqu'on n'a pas de temps, je pense, mais en tout cas, lire mes notes en m'appuyant un peu sur certaines images. La question qui nous a été posée il y a quelques mois, c'est un peu comment faire pour que le Moll de la Fusta, cet espace qui avait été aménagé il y a 30 ans, plus de 30 ans, un magnifique projet de Manuel de Solà Morales, où j'ai beaucoup travaillé, moi, personnellement, donc c'est là où j'ai appris, je dirais, presque mon métier, pendant 7 ans. Ça me donne... comment faire pour que cet espace devienne un espace libre, un espace de détente, d'ouverture de la vieille ville de Barcelone, puisque aujourd'hui, comme disait Josep, il est complètement coupé, il y a un besoin de reconquête sur cet espace. C'est donc ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'une question de proximité, comment la proximité peut nous porter une approche sur un espace qui pourrait avoir d'autres raisons pour le réinvestir. Mais c'est à partir de cette demande précise, comment on peut... retrouver tout ça. Et la question même, je dirais, si je dois la résumer, au début, c'était comment on peut dépenser 1 million d'euros sur cet espace, puisqu'il y avait un petit budget, à la taille de l'espace, ce n'est rien du tout, un petit budget d'1 million d'euros, elle le met où pour que ça se voit? C'était un peu cette question, presque l'origine, dans cette logique de proximité, d'approche de... Alors, comment retrouver dans cet espace, ou quelle est la capacité de cet espace d'avoir des usages plus qu'on pourrait... de proximité, d'une certaine idée de parc animé, et comment cet élément s'établit par rapport à cette grande approche qu'il y a de quelques années, la relation entre la ville et son port, ou la ville et le port qui fait le port qui fait la ville, donc un peu cette difficulté de... Alors, c'est une question qui se pose très rapidement, c'est une idée de transversalité qui apparaît presque du premier moment, par rapport à des fonctions qui sont dessinées dans le long de cet espace, puisque les demandes, on va dire, de grande échelle sont toujours plus de voitures, plus de vélos, plus de, tout au long, parce que c'est un peu le couloir où il faut travailler. Donc, cette question, la monumentalité, le paysage portuaire, nous donne un peu le cadre.
Juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, vous avez cette image, l'asphalte, 14 voies, et en 1980, on a commencé ce projet que 7 ans plus tard, il avait cette allure, les mêmes 14 voies, sauf qu'on a remis, on a réorganisé tous ces espaces et on établit de cette manière la relation entre la ville et le port. Le port était fermé, il n'était pas accessible dans cette partie, donc cette relation a été établie, ça a été un succès, c'est vrai que ça a été reconnu un peu partout, visite de tout le monde, etc. Cette logique de monumentalité qui a été affichée à l'époque. Et tout ça dans le cadre d'une idée sur la façade de la vieille ville, entre la montagne de Montjuïc et le parc, et toute cette... qui reste aujourd'hui quand même un cadre, une dimension spatiale qui est toujours valable pour étudier un projet de cette nature. Sauf qu'aujourd'hui, on lui fera des demandes sur des questions de corridor vert. Joseph, on a parlé un petit peu les éléments de mode doux, comment gérer le tourisme qui se déplace sur cet espace, et une question qui n'est pas mineure, puisque c'est un espace très monumental, très central, les grands bâtiments qui sont capables peut-être d'aider. Je parle de grands bâtiments, je parle d'une gare ferroviaire, je parle de la poste qui devrait changer, je parle des équipements militaires, je parle de très grands bâtiments, très monumentaux du point de vue du paysage, mais aussi qui devraient avoir une capacité quand même de porter un certain regard d'utilisation de cet espace. Juste signaler avec cette image que quand même, le Moll de la Fusta, quand il a été conçu, il était accessible. C'est juste le jour que le drapeau olympique est arrivé à Barcelone, cette image, c'était noir de monde, comme vous pouvez voir, c'était facile à y accéder, ça passait, on va dire, d'une manière très forte. Et en fait, c'est aussi pour vous dire que tout cet espace a été conçu avant qu'on ait la nomination olympique, donc dans une logique qui n'était peut-être pas la grande logique olympique qui est venue juste après l'année 86, quand on a eu la nomination olympique. Donc, depuis ce moment, il y a une séparation de plus en plus forte entre la ville et le port qu'il faut récupérer. Des espaces qui sont, à mon avis, trop durs, très difficiles. Surtout, il y a eu des réformes autour de l'année 2000-2003 qui ont été terribles du point de vue de la qualité de cet espace. Plus de voitures, plus de bicyclettes, des touristes partout et des loisirs comme un espace privilégié pour des loisirs qui ne sont pas nécessairement propres de cet espace portuaire qui pourrait être un peu partout et donc qui viennent ici. Donc cette idée de l'approche de proximité qui va nous permettre de dire, à mon avis, que la réponse à ce problème est concentrée sur cet espace. C'est dans l'espace du Moll de la Fusta, c'est 600 mètres de longueur, 140, 150 de largeur, qui doivent vraiment retrouver sa capacité. Il ne faut pas aller plus loin pour trouver, puisque c'est dans cette logique de la proximité. Et aussi, un parti pris que j'ai d'une manière très convaincue, c'est que la logique de l'espace, d'organisation de cet espace, de distribution de cet espace, est la logique qui nous permettra de refaire et de renouveler. Donc, il ne faut pas imaginer des tables rases, il ne faut pas imaginer des pages en blanc, il faut vraiment travailler sur ce qui existe aujourd'hui et essayer de le faire évoluer, puisque les rythmes, les distributions de l'espace, la coupe principale qui partage, je dirais, un peu en deux, le niveau ville, le niveau port, reste toujours tout à fait valable et avec une énorme capacité d'évolution. Juste pour vous signaler qu'à l'époque, on avait une troisième dimension, je dirais, les pergolas, les bancs, etc., et qui une matérialité, une force de style, de langage presque architectural qui était intéressante. Aujourd'hui, on se retrouve avec... c'est très clean, on ne sait jamais comment il faut travailler, inconfortable, très dur, pas d'ombre, donc, et en plus avec ces trucs qui circulent, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent circuler ici ou ailleurs, donc il y a une vraie difficulté d'utilisation de cet espace qui est très dur. On identifie donc dans cette logique 4 espaces. 4 espaces qu'on résume dans ce dessin qui veut être un peu sympa aussi pour expliquer les idées. À gauche, l'esplanade. Au milieu, vous avez voilà, on peut peut-être le voir un peu plus en détail. Cette esplanade, qui est une esplanade qui va nous permettre des usages un peu flexibles sur une trame qui est à peu près de 20 par 15 mètres dans la partie centrale qui reste encore libre. Une deuxième partie qu'on appelle le balcon ou plus statique de contemplation, qui est un peu ce lieu qui fait le regard d'ensemble entre la ville et le port. C'est un peu le lieu d'articulation avec la montagne au fond qui ferme
le paysage. Un troisième espace qui aujourd'hui est un espace dédié au transport public avec les bus qui passent au milieu, qu'on voudrait séparer et le récupérer dans une logique de verdissement, surtout avec des arbres pour aussi établir ce corridor tout au long, et une gestion de la mobilité qui devrait être beaucoup plus intelligente qu'elle n'est aujourd'hui pour vraiment arriver à que ce ne soit pas une barrière, mais c'est un espace qui soit accessible, qui pourrait permettre plein d'usages. Et finalement, un quatrième espace qui nous vient très rapidement à la tête, c'est-à-dire les deux premiers rangées d'îlots de la vieille ville qui arrivent ici, qui sont finalement un des éléments de coupure entre la ville et le port, c'est le fait de la difficulté de traverser ces îlots. Il peut peut-être se dessiner un peu avec ce schéma. En 1987, on avait cette conception, la ville qui arrive sur le port, et aujourd'hui on dirait, bon, attention, cette ligne qui arrive sur le port, elle est un peu plus loin, et cet espace, cette partie qui est traitée en jaune dans ce dessin, devrait être aussi une partie sur laquelle on travaille pour vraiment assurer que toute cette perméabilité, ce sens qui se voit un peu dans ces images, dans les différentes rues qui aboutissent vers l'espace du port, du moment qui s'ouvre sur l'espace public, sur le mode de la Fousta, mais la partie basse avec ces rues qui sont très étroites et pas nécessairement très animées, puisque les bâtiments qui sont autour, etc., et même la qualité de l'aménagement n'est peut-être pas suffisante. Et ce qui nous permettrait d'imaginer une idée des itinéraires qui viennent de loin de cette partie basse de la vieille ville, qui aujourd'hui a des parcours très difficiles pour arriver au bord de l'eau, au port, à l'esplanade qu'on voyait tout à l'heure, et qui pourrait être réorganisé avec une succession systématique de toutes les rues et de toutes les petites voies qui arrivent sur cette place, et retrouver des éléments de passage, de croisement qui soient un peu plus évidents. Donc, pour moi, deux questions. J'ai une sorte de boîte à outils qui, dans ces études que nous sommes en train de mener pour anticiper ce projet, devrait être très importante. La première, cette multiplication des croisements sur toutes les rues, qui devrait être, j'appelle, des croisements matérialisés. Ce n'est pas seulement de la peinture, ça doit être un peu plus, parce que sinon, ça ne permet pas de donner la prééminence du sens vertical dans cette image par rapport au sens horizontal. C'est très important, et on aurait tous ces éléments avec ces multiplications, ces itinéraires qu'on voyait tout à l'heure. Et en bas, une altération, une manipulation, j'appelle topographique, pour gagner des petits centimètres, et j'appelle des petits centimètres, des 15 centimètres ici, c'est 32 là-bas, etc., pour gagner ces petits centimètres pour que la coupe transversale soit un peu plus aisée et plus accessible pour des raisons réglementaires aussi, bien sûr, et surtout pour lui donner un sens un peu plus apaisé à cet usage longitudinal. Et en plus, en ajoutant 2 passerelles de plus sur l'ancienne rocade, ce qui nous fait imaginer déjà certains éléments. Il faudrait peut-être qu'on s'arrête pour prendre quelques questions, parce que notre temps est épuisé malheureusement. Il y a quelque chose d'indispensable qu'on n'a pas vu? Je passe les images à leur sang, on vient de dire, voilà, je passe celle-là. Juste apporter du verre aussi dans cette partie où il y avait les bus. Aujourd'hui, ils seraient récupérés pour le verre en déplaçant les bus à côté. Ça va nous donner une image avant-après un peu de cette nature. Une partie importante quand même, cette idée de dire il y a plein d'équipements, il y en a certaines de proximité qui seraient capables d'animer cet espace de 18 mètres entre ces deux voies, qui pourraient avoir une qualité pour aider les écoles, les équipements culturels, sportifs, etc. Ça va nous donner une image ou un dessin d'ensemble comme celui qu'on voit. On n'a pas le temps de parler des bouts. Parce qu'il est 3 heures. Et voilà, j'ai fini. J'ai fini. Merci. Merci beaucoup. On a été très gourmands dans cette séquence parce qu'on a 3 personnes, plus des problèmes de traduction, plus juste après le repas, on ne commence pas à l'heure. Moi, j'aimerais quand même vous laisser 3 minutes de questions, si possible. J'espère ne pas trop empiéter sur la séance d'après. Est-ce que vous avez une question, une réaction? Peut-être Olivier qui intervient sur Barcelone. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Barcelone remet à l'ouvrage des projets qui ont déjà été faits, comme celui sur lequel tu interviens, sur Las Glorias. Et en particulier, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en Espagne, il y a un débat
sur les villes de droite qui sont les villes de la voiture et les villes de gauche qui sont les villes de la mobilité douce, vers quoi s'oriente Madrid. Et on a l'impression que c'est vraiment Barcelone veut s'adapter de plus en plus aux mobilités douces et à l'usage collectif des espaces. Est-ce qu'il y a une question immédiate? Oui, Ruth, alors très vite. Viens et tu prends un micro. Comment les 36 villes travaillent ensemble? Comment on travaille sur la question de la métropole? Il y a une corporation qui s'appelle métropolitaine, mais on a la vice-présidente de la zone métropolitaine, elle peut répondre. Nous avons un conseil, la zone métropolitaine, et là on a les 36 municipalités et nous partageons les stratégies eau et énergie, mobilité. Toute la mobilité de la zone métropolitaine et de Barcelone est décidée de cette corporation. La gestion des résidus, des déchets. Économiquement, comment potentier les différents espaces. Nous avons un espace de concertation et chaque maire en fait partie. Et maintenant, nous avons une approche d'ouverture de la zone métropolitaine parce que l'espace est un peu archaïque et fermé et nous voulons que les citoyens puissent le remplir, puissent partager. Merci, je suis désolée, on ne peut pas vous donner la parole parce qu'il faut vraiment qu'on laisse la place aux autres. Merci beaucoup, je pense que ça vous donne envie d'aller à Barcelone. Oui, alors peut-être Olivier, un mot. Juste... Un Français qui intervient sur Barcelone. Oui, donc amics catalans, bon tarda. J'ai une question sur l'inclusion du vivant sur ce projet, parce que c'est quelque chose qui est très important sur le projet de Gloriès, auquel je participe avec Ana Coelho. Voilà, donc qui est un sujet qui n'est pas spécifique à Barcelone, qui est un sujet, donc le vivant, c'est pas simplement mettre des arbres, hein, c'est aussi l'ensemble des services écosystémiques que peut amener la nature, la fertilité du sol, sa perméabilité. Comment cette idée du vivant? Parce qu'on a vu des tas de schémas préalables à l'échelle de la métropole, où cette question semble très présente, et beaucoup moins présente ici. Donc comment cette question du vivant peut, doit ou ne doit pas interférer sur les projets, notamment les projets littoraux ici, le Mol de la Fusta? La réponse vous sera apportée dehors, parce qu'il va vraiment qu'on laisse la place aux autres. Vous avez pu voir que Barcelone mérite encore le voyage, professionnellement. Et le texte qui est fait dans cet ouvrage qu'on a fait faire par un journaliste très pertinent vous donne énormément d'éléments de compréhension. Merci beaucoup. Gracias. Et à bientôt. Et bonne chance à Barcelone.